Allez, on est une quinzaine de Ouais, on participants. va démarrer, hein. Allez. C'est parti. Donc, on vous a convié à ce webinaire aujourd'hui, travailler sans s'épuiser, parce que nous, ce qu'on entend chez nos clients aujourd'hui, c'est que l'été, il n'est pas si loin, mais il est encore un peu loin. On est tous marqués quand même par ces 2 années de Covid. On commence à le ressentir. Et à la fois, eh bien, on sait bien qu'il faut que nous-mêmes et nos équipes repartent au plus vite du bon pied. On a donc conçu ce webinaire pour, en un temps record, aller regarder ce qui se joue derrière l'épuisement, de quoi on parle exactement, et vous donner surtout des solutions pour vous et vos équipes. On organise ce webinaire à 4, voire 6 mains, entre Yogiste et Ma Vie en Mieux. Je dis 6 parce qu'il y a également Guillaume Gourville qui va se présenter, qui est de Ma Vie en Mieux, qui est là avec nous, pour vous parler donc d'épuisement, mais surtout de solutions pour en sortir. Hop là. Vous voyez bien mon écran ? On voit très bien, Isabelle, ton Ok. rôle. Je ne sais pas comment peut-être vous enlever ça pour pas que vous voyez. Bon, ah si, je vais faire ça. Hop là, voilà. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ce sujet par 2 prismes. Le premier, c'est le prisme de l'épuisement émotionnel. On va dire, un symptôme de plein de choses qui se jouent. Et ensuite, on regardera l'épuisement physique et mental. Pareil, qu'est-ce qui se joue et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là. Et on se laissera un temps à la fin de questions-réponses. Donc aujourd'hui, on est 3 à animer cette session. Je me présente rapidement avant de laisser la parole à mes collègues. Donc, je suis Isabelle Le Bouetté, je suis fondatrice du cabinet Ma Vie en Mieux. J'ai créé ce cabinet en 2010, après une dizaine d'années dans le conseil aux entreprises, avec l'ambition d'accroître la sérénité et la motivation au travail. Je partais du constat que les consultants et les entreprises au sens large n'avaient pas forcément les outils pour avancer sur ces sujets qui sont pas si évidents. Juste pour, avant de te laisser la parole, Guillaume, nous, on travaille aujourd'hui plutôt avec des grands groupes de secteurs très différents. Ça peut être du Thales, du Airbus, également ou des équipementiers automobiles dans tout ce qui est industrie, mais ça va être aussi des entreprises comme Léa Nature ou la SNCF. Enfin, finalement, toutes les entreprises, peu importe le secteur, qui ont envie de faire bouger les lignes sur la prise en compte de l'humain dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, je suis venue donc accompagnée de Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter rapidement. Merci Isabelle. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Gourville, je suis psychologue clinicien depuis un certain nombre d'années, plus de 25 ans d'exercice, 10 ans à peu près maintenant pour Ma Vie en Mieux. J'ai eu très rapidement un parcours, une dizaine d'années à l'hôpital public en addictologie, donc ce qui inclut la dépendance au travail, également en psychiatrie militaire à l'hôpital Percy. Je suis également formateur en institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants, donc je forme les futurs soignants. Et j'ai une activité libérale depuis une dizaine d'années. Merci. Anne-Charlotte ? Merci Isabelle, merci Guillaume. Alors, on a choisi de faire ce webinaire en duo d'entreprise aujourd'hui parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus riche, et y compris pour vous, en termes de solutions, que d'allier les compétences et d'allier les forces pour vous aider à prendre soin de vos équipes. Donc moi, je suis la fondatrice de Yogiste, mais Yogiste, c'est pas du yoga. Et comme dans tous les contrats, l'important, c'est les petits caractères en dessous, c'est le well at work dans notre cas. Notre mission, c'est d'aider les travailleurs, les collaborateurs à travailler ou à télétravailler en cette période de travail hybride sans s'abîmer. On a développé une méthode qui s'appelle la méthode yogiste et qui consiste à enseigner aux collaborateurs sédentaires à l'ère du digital ou ceux qui sont dans des environnements beaucoup plus productifs et industriels, des pauses mentales
et physique pour prévenir à la fois les RPS, les risques psychosociaux dont on parle de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on a vraiment une accélération des troubles liés à la santé mentale en entreprise, et les troubles musculo-squelettiques. Et les troubles musculo-squelettiques, ils explosent aussi parce qu'ils sont liés à cette nouvelle sédentarité, à ce nouveau lifestyle, ou en tout cas work style que l'on a lorsqu'on travaille sur un ou plusieurs écrans toute la journée. Je vous ferai évidemment tester les exercices de la méthode Yogis tout à l'heure. Mais l'intérêt, c'est vraiment de réfléchir avec vous et de voir ce qui résonne chez vous et chez vos équipes. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions et à réagir dans le chat. Peut-être sur l'introduction, je te laisse continuer, Anne-Charlotte. Oui, alors, l'épuisement des équipes, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, pas au niveau du premier confinement, mais plutôt au moment du deuxième. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment où on a compris que tout ça allait durer et au moment où les équipes se sont rendues compte aussi qu'elles ne prenaient plus de pause lorsqu'elles étaient en télétravail et que tout ça présentait des risques très, très accrus d'épuisement au travail. Alors aujourd'hui, on est plus ou moins revenu au bureau, on est en train de mettre en place des modes de travail hybrides avec des accords de télétravail. Mais on se rend compte que cette fatigue et que cet épuisement, à la fois émotionnel, mental et physique, il est encore bien présent et il ressort dans beaucoup d'études terrain posées aux collaborateurs. Donc, juste quelques chiffres pour vous donner un petit peu de recul depuis ces 2 années. 45% des salariés français se sentent plus fatigués physiquement et psychologiquement qu'avant le début du Covid, et évidemment rien d'étonnant là-dessus. 75% des actifs ont noté un effet néfaste de cette pandémie sur leur santé mentale. Là aussi, rien de bien étonnant. Mais 70% des collaborateurs qui exercent un travail sédentaire déclarent que les tensions physiques, musculaires qu'ils ressentaient déjà avant la pandémie dans leur beau bureau ergonomique et bien pensé pour eux, se sont accrues dans les modes de travail hybride et lorsqu'ils travaillent chez eux. Et simplement pour vous reciter un chiffre que je n'ai pas mis là, mais qui a fait la une du Figaro il y a quelques semaines, 95% des Français sont considérés comme ayant une activité physique insuffisante et sont assis beaucoup trop longtemps. Donc, toute cette question de l'épuisement à la fois émotionnel, mental et physique est devenue un sujet de société et un sujet de santé publique. Et donc, on a vraiment choisi de le traiter par le prisme du travail parce que c'est au travail qu'on passe le plus de temps et parce que les entreprises ont aujourd'hui une responsabilité vis-à-vis de la santé mentale et physique de leurs collaborateurs. Et si vous avez suivi la loi santé au travail qui a été promulguée en mars dernier, vous êtes au courant que désormais les entreprises ont une obligation de résultats et non plus de moyens. À toi, Isabelle. Alors, là, on voit dans quel l'état des lieux, quelque part, de la fatigue aujourd'hui. Et à cela, rien d'étonnant. On vient de vivre presque, on rentre dans la 3e année particulièrement éprouvante. Et ça s'explique notamment par le fait qu'on a tous dû énormément s'adapter dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle avec les confinements, les couvre-feux, l'incapacité à prévoir quoi que ce soit parce que ne sachant pas si on pourrait voyager ou pas. Et en fait, il faut savoir que dans le cerveau en fait peut fonctionner dans 2 modes, soit le mode automatique, soit le mode adaptatif. Pour vous rendre compte un petit peu, vous voyez quand on apprend à conduire, notre cerveau est très mobilisé sur ce qu'on est en train de faire, la coordination, les pieds, les mains, la route, et on ne peut pas forcément penser à grand-chose d'autre dans cette phase d'apprentissage. Une fois qu'on sait conduire, on conduit sans y penser, on pense à d'autres choses. Là, on a basculé dans le mode automatique. Vous voyez que le mode automatique est beaucoup plus reposant. Il ne permet pas d'affronter des situations nouvelles, mais il permet de gérer le tout venant avec une mobilisation d'énergie minimale pour le cerveau. Or là, pendant 2 ans, on s'est adapté tout le temps et donc on a utilisé, et en plus on a un phénomène d'usure, donc on a dû, forcément on a un peu puisé dans les réserves. Et là aujourd'hui, on arrive dans un état plus ou moins en forme
Et qu'est-ce qu'on a? On a des projets, on a des transformations en cours dans les entreprises dans lesquelles on a besoin de toute l'énergie des équipes et des collaborateurs. On le sait, il y a de gros enjeux en général économiques, qui sont d'autres qui préexistaient, mais d'autres qui sont arrivés avec la crise sanitaire. Et donc, les entreprises se retrouvent aujourd'hui avec cette quadrature du cercle à faire, avec des équipes qui sont fatiguées, et à la fois un gros besoin d'énergie pour les projets et les transformations. Donc là, on va pouvoir, pour adresser cette quadrature du cercle, on y va de ce pas sur l'épuisement. Qu'est-ce qu'on peut faire en commençant par l'épuisement émotionnel? Donc là, on va voir de quoi on parle et quelles solutions vous pouvez déployer dans vos entreprises. Guillaume, à toi la parole. Merci Isabelle. Alors, juste, je vais compléter un petit peu la description faite par Isabelle pour effectivement qu'on sache de quoi on parle là-dedans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit épuisement émotionnel, émotionnel, c'est quoi? Parce que chaque mot, un par un, pris isolément, je les comprends. Épuisement, je sais ce que c'est, émotionnel, je sais ce que c'est, mais l'épuisement émotionnel, en fait, c'est quoi? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, une émotion, c'est une réaction. Une réaction à un stimulus, c'est-à-dire à une situation que nous percevons et à l'interprétation que nous faisons de cette situation. D'accord? C'est en gros, est-ce que c'est un danger? Quels sont les enjeux, les risques, les gains potentiels et les moyens à ma disposition pour décider est-ce que je vais faire du fight or flight, est-ce que je fais face ou est-ce que je vais fuir cette situation? Le but étant de m'adapter. À chaque fois que nous sommes en face d'une situation nouvelle ou d'un obstacle, nous adaptons. Nous devons nous adapter. Ça, c'est la théorie générale du stress telle qu'elle a été conceptualisée par son auteur Anseli en 1956. Le stress, c'est normal, c'est le syndrome général d'adaptation. Le problème, c'est que ce stress peut devenir pathologique de par son intensité ou entraîner des pathologies lorsqu'il dure trop longtemps. Voilà. Et là, notre épuisement, c'est typiquement le cas d'un stress qui a duré trop longtemps, c'est-à-dire d'une nécessité de s'adapter qui va avoir duré trop longtemps. Cette adaptation, elle est, encore une fois, elle est normale. Nous nous adaptons tous en permanence et nous nous adaptons, quand j'ai dit aux situations nouvelles ou aux obstacles, entendons-nous bien, l'obstacle, il n'est pas forcément négatif. La nouveauté n'est pas forcément négative en soi. C'est-à-dire que les facteurs de stress vont être des facteurs de stress soit par rapport à des événements négatifs ou à des événements de vie positifs. Un mariage, c'est un facteur de stress. Est-ce que je vais bien épouser la bonne personne? Est-ce que ça va marcher, etc. En plus de la situation du jour de la fête. Hein. Là, c'est aussi toutes les années qui vont suivre. Avoir un enfant, quand il est désiré, attendu, c'est un facteur de stress énorme. Ces deux événements positifs sont parmi les facteurs de stress les plus importants dans une vie. Je les cite à dessein, ces événements, pour déjà introduire le fait qu'un événement positif en lui-même est un facteur de stress. Une promotion sur le plan professionnel est un facteur de stress. Mais aussi pour préciser que ces facteurs de stress, en fait, ils vont s'accumuler entre eux, entre le perso et le pro, et qu'il n'y a aucune frontière nette, tranchée entre les deux, et que quelqu'un qui a des soucis perso, il va les amener au travail, et quelqu'un qui a des soucis au travail, il va les ramener à la maison. D'accord? On peut, si on n'est pas d'accord avec ça, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ça s'appelle de l'idéologie. D'accord? Dans les faits, concrètement, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, juste pour attirer votre attention là-dessus. Pour ajouter qu'il n'y a pas de facteur de stress, il n'y a quasiment pas de facteur de stress objectif et universel. Il n'y en a qu'un, c'est si vous êtes au Bataclan. Ça, celui-là, c'est un facteur de stress, il est objectif et universel. Mais pour les autres, chacun va réagir à sa manière, en fonction de sa personnalité, son éducation, son parcours et surtout son état. D'accord? C'est-à-dire qu'en fonction de l'état dans lequel on est, si on est déjà surstressé, on ne va pas réagir du tout de la même façon que si on était avec des capacités de réaction et de gestion préservées. Sur les facteurs de stress par rapport à cette situation qui dure maintenant depuis 2 ans, ce qu'il faut aussi savoir, ce qu'il faut comprendre, ça c'est purement descriptif, c'est qu'un facteur de stress va avoir un effet durable en fait sur notre santé, sur notre état pendant environ 2 à 3 ans. Donc, ce qui nous a stressé en début de Covid, en fait, continue aujourd'hui de faire son effet et la fin des confinements ou autre va continuer de faire son effet pendant encore un petit bout de temps.
Au début de la situation, il y a eu ce qu'on pourrait décrire en termes dans le langage courant de l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une alternance, en plus de la nouveauté qui nous tombait dessus, parce que ça, pour le coup, nous, une pandémie, en pays occidental riche moderne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. On est passé par une alternance de mauvaises et de bonnes nouvelles. Cette alternance demande une adaptation à chaque fois et donc génère du stress. C'est-à-dire qu'au début, on nous dit « Oh là là, une épidémie, une maladie inconnue arrive. » Stress, au secours. Non, mais c'est pas grave, finalement, ça touche que les personnes âgées. C'est très cynique ce que je dis. Hein. Ouf. Ah non, finalement, les enfants aussi. Aïe. Non, mais c'est finalement non, les études montrent que. Ouf. Non, mais ça laisserait les séquelles. Aïe. Non, mais heureusement, il y a des masques. Ouf. Ah non, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Aïe. Non, mais il y aura le vaccin. Ouf. Ouais, non, mais il y a peut-être des morceaux de 5G dedans. Aïe. Toute cette alternance de bonnes et de mauvaises nouvelles à chaque fois génère du stress. Il ne faut pas croire, la bonne nouvelle ne va pas annuler la mauvaise nouvelle d'avant. D'accord ? Donc, à la limite, c'est un peu comme quand on conduit en voiture. Je vais reprendre un peu l'image d'Isabelle tout à l'heure. C'est comme quand on conduit en voiture. Il vaut mieux rouler à vitesse constante que de faire des grandes séquences d'accélération et de freinage, d'avoir une conduite un peu sportive, parce que ça entraîne une usure supplémentaire, plus rapide, du moteur, des freins, et surtout, ça consomme beaucoup plus d'énergie, d'essence. La gestion des émotions consomme dans notre cerveau de l'énergie et du temps. Et au bout d'un moment, obligatoirement, on finit par s'épuiser si ça dure trop longtemps pour nos capacités. Et entendons-nous bien, nous sommes tous à ce niveau-là soumis, où on est tous logés à la même enseigne. Éventuellement, nous avons des capacités différentes. Il y en a qui tiennent plus longtemps que d'autres, mais ça n'est qu'une question de temps. Personne ne peut sortir indemne ou n'est invulnérable à une succession comme ça ininterrompue de facteurs de stress. Ce qu'on va observer lorsque cet épuisement émotionnel arrive, on va bien sûr observer des manifestations émotionnelles. Donc les émotions de base, tout le monde à peu près les connaît, surtout si vous avez vu le film Vice Versa, le film d'animation Pixar. Vous avez la peur, la joie, la colère, la tristesse et le dégoût. En réalité, il y en a une sixième, c'est la surprise. Scénaristiquement, elle ne devait pas être intéressante puisqu'ils ne l'ont pas gardée dans le film. Et donc ça, ce sont les 6 émotions de base. Et dans l'épuisement émotionnel, d'une part, on va voir ces émotions à l'œuvre. Alors, par exemple, dans la surprise, vous avez des gens qui sont en mode panique et ils sursautent tout le temps. Ils sont tout le temps surpris partout. Et paradoxalement, en réalité, ils sont en mode hyper vigilant, c'est-à-dire qu'ils sont à l'affût de tous les bruits, de tout ce qui pourrait arriver pour ne pas être surpris. Mais en fait, ça ne marche pas, parce que comme ils sont épuisés, leur capacité de gestion de ces stimuli ne fonctionne plus et ils sont surpris partout. Vous avez ceux qui vont être en colère, donc ils vont être irritables, rien ne va plus, etc. Vous avez ceux qui vont avoir la peur comme émotion principale, donc ils vont être angoissés, nerveux en permanence et toujours voir le verre à moitié vide. Et puis vous avez la tristesse, ceux qui carrément vont avoir cette humeur dépressive. Au niveau des manifestations, il n'y aura pas que ces émotions-là qu'on va voir, parce qu'à la limite, ce serait peut-être un peu trop facile. On va voir par exemple lié à la colère, l'agitation, l'impatience, l'irritabilité. En fait, ça, c'est une tentative de la personne, de l'individu, pour reprendre la main, pour essayer de reprendre le contrôle, donc sur le mode de l'agir. C'est vain, ça ne marche pas parce que la situation est hors de contrôle. Du coup, ces personnes-là, comme elles bougent beaucoup, elles essayent de trouver une solution, et du coup, elles ont du mal à se reposer, à se poser, à s'arrêter. Du coup, elles sont plus fatiguées. Et à la fin, cette fatigue, elle va entraîner quoi à son tour? Une baisse de motivation. Cette baisse de motivation, elle est à la fois une conséquence, mais elle est aussi une tentative de solution. C'est-à-dire qu'en fait, si je me motive moins, je risque moins d'être déçu. C'est une façon de tenter de se préserver. Mais une fois que l'épuisement est là, en fait, le repos ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous pourriez dormir 18 heures sur 24, vous seriez encore fatigué. Parce que, en fait, quand le ressort d'une montre est cassé, vous pouvez essayer de la remonter autant que vous voulez. Quand le ressort est cassé, il est cassé. Donc, le tout, c'est de voir comment éviter d'en arriver à ce stade-là. L'élément le plus simple, en fait, alors simple, bien évidemment, je ne prétendrai jamais que c'est facile, je ne vous dirai jamais ni faucon, yaka ou quoi que ce soit, mais c'est donc d'éviter de rajouter des facteurs de stress là où on peut éviter d'en rajouter. Encore une fois, nous faisons avec les contingences matérielles, avec ce que chacun, les uns les autres, nous demandent de faire. Mais si on peut éviter ça, on évite de rajouter de l'huile sur le feu. La deuxième raison, le deuxième facteur, qui de loin, dans mon expérience, qui ne s'est jamais démenti, et je ne suis pas le seul à le penser et à l'avancer, un excellent vaccin quelque part contre cet épuisement, c'est la motivation et donc le sens. Et très souvent, c'est la perte de sens qui va faire que tout bascule. Tant qu'on sait pourquoi
on fait ce qu'on fait. Tant qu'on a le sentiment, vrai ou faux, tant qu'on a le sentiment que ce que nous faisons a du sens, ce sens va nous porter pour continuer, aller plus loin, etc. Si on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne sert à rien, ou que les directives changent du jour au lendemain, un coup on fait rouge, un coup un bleu, un coup vert, et puis après on revient au bleu, mais pourquoi au bleu puisqu'on avait arrêté, etc. Si les gens ont le sentiment qu'il n'y a pas de capitaine à la barre, ça ne va pas les aider à continuer. Et le risque, ça va être soit que ils se blessent, c'est-à-dire qu'ils désertent. Si on prend l'image d'un navire, vous avez l'équipage soit qui peut déserter, soit qui peut se mutiner. Mais en tout cas, il y a un moment donné, il va arrêter de suivre aveuglément son capitaine s'il perd la confiance dans ce capitaine. Difficile pour le capitaine, parce que quand on est dans une situation qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, comment donner des réponses qu'on ne possède pas? Donc, ça, c'est très compliqué. Mais tant qu'on peut arriver à injecter ou rappeler qu'il y a du sens, ça va aller. Le stress étant beaucoup. Je vois le Oui. temps qui file. Ah. On avait regardé pour des situations concrètes. Est-ce que tu peux dire en 1 minute chrono pour chrono. Oui, exactement. Tu peux en choisir un, juste pour voir ce que tu vis toi quand tu accompagnes des salariés, des exemples en fait de ce qui peut se jouer, mais super rapide. Alors, en super rapide, alors bon, du coup, il faut faire un choix. Je vais plutôt prendre le contexte professionnel. Je pense qu'il vous parlera plus, puisque c'est peut-être plus un sujet qui vous concerne. Donc, c'était pendant toutes les deux années là, qui ont précédé, donc une commerciale qui travaille dans un grand groupe de l'énergie. Un grand groupe de l'énergie, c'est marrant de parler énergie en parlant d'épuisement. Qui s'est retrouvée, elle, pendant le confinement, elle, à devoir continuer de travailler. Donc, il y a eu la baisse des effectifs liée au chômage partiel, et elle a dû continuer. Sentiment d'incompréhension, d'injustice, et surtout que du coup, elle devait reprendre la charge de travail de ceux qui étaient en arrêt. Donc, du coup, stress en plus pour devoir récupérer des dossiers qu'elle ne maîtrisait pas, et ainsi de suite. Et en plus, à cette même période, on lui a demandé de faire des prospects pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux marchés, parce que là, le marché de l'énergie, il était en berne, plus de consommation d'énergie, ni pro, ni perso. Donc là, c'est du stress. En plus, une adaptation supplémentaire. Quand l'activité a repris, elle a eu le sentiment d'un sentiment d'injustice parce qu'elle n'a pas eu de reconnaissance particulière par rapport à ceux qui avaient été en arrêt, puisque, allez, on repart, on s'y remet, allons-y tous. Et puis, faut rattraper le retard. Donc, de nouveau, un sur-régime qui était imposé. Tous ces éléments-là, à un moment donné, forcément, ça entraîne un découragement qui donne le sentiment que, mais à quoi ça sert tout ça? Si on rajoute toujours de la charge supplémentaire, on finit forcément par s'épuiser. Ce qui est intéressant dans son cas, on a évité, donc au terme de l'accompagnement, on a évité et l'arrêt et le fait qu'elle parte, alors qu'à un moment donné, elle avait ça en tête en se disant ça ne sert plus à rien, etc., en lui permettant justement ce qui n'est plus le cas quand on a la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, on ne réfléchit plus à pourquoi on pédale, on fait attention parce que c'est la figure. Mais de justement pouvoir réaménager le temps pour prendre le temps d'analyser la situation. Et que quand on se dit j'ai pas le temps, si en fait, si on le prend, potentiellement on va en gagner énormément. Et que là, à ce moment-là, ça lui a permis de pouvoir retrouver son souffle en ne l'épuisant plus dans des sentiments d'urgence qui, en fait, n'en étaient pas nécessairement et que faut faire des tris obligatoirement là-dedans. Je suis désolé d'avoir été trop long. Gardez vos questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Et si je dois déborder, je déborderai. Et je vous remercie pour votre attention. Super, merci Guillaume. Alors, si on regarde les outils pour les entreprises par rapport à ce type d'épuisement, donc Guillaume le disait, évidemment, il y a des outils managériaux qui consistent à regarder quand on rajoute une surcharge, un surstress, est-ce qu'il est pertinent, utile là maintenant? Il y a le fait de donner du sens. Après, il peut y avoir également des outils qui sont mis à disposition des équipes par une direction d'établissement, par des RH. Et là, je vais vous parler de deux solutions. Une qui est collective, donc vraiment mise à disposition de tous, et une plus individuelle. Donc, le premier outil, évidemment, c'est ce qui consiste à faire des conférences, des visios pour les équipes qui sont dispatchées. L'idée, là, c'est de donner des clés à l'ensemble de vos collaborateurs pour
se sentir mieux et réduire leur épuisement ou prévenir l'épuisement. L'intérêt d'organiser des visios, c'est que déjà c'est un temps assez court. Vous pouvez même, pour ceux qui ne sont pas là à l'instant T, vous pouvez faire des replays pour les autres. Et en fait, ça muscle un petit peu, on va dire, vos collaborateurs. Ça leur donne des clés pour comprendre ce qui se passe et des idées d'actions bien concrètes qu'ils peuvent mettre en place à leur niveau. Donc, c'est vraiment une action plutôt préventive, très globale, mais qui a l'avantage de toucher beaucoup de monde et en plus de créer un référentiel commun. Je vous donne 2 exemples de conférences qu'on est amené à faire assez régulièrement et qui couvrent bien ce sujet de l'épuisement. Il y en a une qui s'appelle « Prendre soin de soi et des autres ». Là, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux collaborateurs que investir du temps et de l'énergie sur le fait de prendre soin de soi, c'est utile, bénéfique, ça l'est pour soi, mais ça l'est aussi pour les autres. C'est une conférence pour que chacun comprenne un peu ses besoins et comment il peut mettre en place des choses assez facilement. Et également, dans cette visio, à chaque fois, c'est des visios d'1 heure. Hein. Il y a toujours un temps de questions-réponses qui peut dépasser, mais voilà. Et dans cette heure-là aussi, on va expliquer les signaux d'alerte. Quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter chez nous ou chez les autres? Première thématique. Une deuxième, là, dont je voulais vous parler, c'est sur la déconnexion. C'est évidemment un sujet qui a énormément émergé partout du fait du télétravail notamment. Et là, c'est pareil, c'est intéressant de voir pourquoi notre cerveau a du mal à déconnecter et quels outils il peut mettre en place pour trouver finalement le niveau de déconnexion qui nous convient à nous. Donc, les premières conférences sont plutôt animées par un profil psychologue comme Guillaume. La deuxième, jusque-là, on l'a plutôt faite avec un coach. Voilà, premier type d'outil. Le deuxième, c'est un outil individuel. C'est le pack Ma Vie en Mieux. C'est vraiment l'ADN de notre cabinet puisque ça a été la toute première offre qu'on a pu déployer chez nos clients. L'objectif, c'est d'aider un collaborateur à se sentir mieux, que son sujet soit pro ou perso. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en un accompagnement par téléphone de 2 à 3 mois. En fait, ça dure 4 heures en tout. C'est des séances entre 30 et 45 minutes. Et on n'est pas sur un coaching, c'est qu'il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de débriefing. C'est finalement l'entreprise, elle fait le pari que si le collaborateur il se sent mieux, quel que soit son sujet, bah, tout le monde en bénéficiera, dont l'employeur. On propose en général 4 profils, 2 coachs et 2 psychologues. Et c'est le collaborateur qui choisit à qui il s'adresse. Il a un petit flyer et il choisit parce qu'à nouveau, c'est lui qui est le mieux placé pour savoir le sujet qui le préoccupe et par quelle personne il souhaiterait être accompagné, et au-delà des a priori que chacun peut avoir sur un psychologue, bah non, c'est pas pour moi, un coach, bah non, il y a des coachs de tout. Enfin voilà, on a tous des a priori, et là au moins, on choisit la personne qu'on considère la mieux placée pour nous aider. C'est utilisé dans plusieurs contextes. Soit on a une question, une décision à prendre, soit une transition difficile, là, une fatigue, ou un projet, une étape à franchir. Comment ça marche? C'est j'ai une thématique, un sujet, là, en l'occurrence l'épuisement. Je contacte sans engagement un des 4 experts. J'expose ma situation, savoir si, enfin voilà, je dis pourquoi je viens, je vérifie que les modalités me conviennent, la prise de rendez-vous, les horaires, l'expert, est-ce que ça va bien, est-ce que c'est la bonne personne à qui je peux parler, et si c'est le cas, hop, je rentre dans mon accompagnement. Oula, ça a été trop vite. Je rentre dans mon accompagnement, ça dure 4 heures, c'est entre 5 et 8 rendez-vous, comme je vous disais, et à la fin de l'accompagnement, on a un questionnaire, on va voir derrière les résultats, une synthèse des résultats, et on fait un débrief de 30 minutes, 1 à 3 mois plus tard, pour un débrief à froid, pour voir si tout a bien avancé entre-temps, et si on est content de cet accompagnement. Donc,
voilà, quand on pose la question en fin de Pâques à nos bénéficiaires, on se rend compte qu'il y a autant d'accompagnements qui vont aller sur du pro, mais ça va trop vite en fait, que d'accompagnements qui vont sur du perso. Et vous voyez, il y a quelques éléments, quelques thématiques qui reviennent, c'est vraiment des deux côtés. Et donc, dans les apports, on voit qu'à 90%, les bénéficiaires nous disent ça nous a vraiment apporté une écoute. Il est très pressé. Une prise de recul, une aide à l'action et une aide à la décision. Et en tout cas, pour tous, il y a à la question est-ce que vous recommandez le pack à votre entourage, à 100%, tout le monde répond oui. Voilà, j'essaie de faire au plus vite. Je te passe vite la parole, Anne-Charlotte, sur l'épuisement physique et mental. Et comme Guillaume, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaie de se garder quand même quelques minutes à la fin pour y répondre. Merci Isabelle, merci Guillaume. On serait des cordonniers bien mal chaussés si on vous parlait d'épuisement physique et mental en vous pressant et en vous rappelant qu'on n'a pas le temps. On va prendre le temps, pas de problème. Moi, je voudrais vous parler de quelque chose que Guillaume a évidemment bien souligné tout à l'heure, la connexion entre épuisement physique et mental. On ne peut pas imaginer que si on a des problèmes au bureau, ne pas les rapporter à la maison. Et ben, c'est la même chose. Si votre corps est fatigué, vous pouvez vous assurer que votre cerveau va s'épuiser aussi et inversement. Et je voudrais qu'on prenne conscience en 2 minutes là, de ce que les modes de travail hybrides, le télétravail, ou en tout cas ces nouveaux modes de travail avec une digitalisation croissante, ont eu comme impact sur notre hygiène de vie au travail, sur la manière dont on passe nos journées, sur la manière dont on structure, la manière dont on travaille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous avez remarqué que depuis qu'on est passé en travail à distance, tout est devenu urgent? Le moindre email auquel on prenait d'habitude 24 heures au moins pour répondre, eh bien, on se rend compte que notre interlocuteur, au bout de 3 heures passées sans réponse, va nous relancer une première fois par mail, va ensuite nous envoyer un SMS ou un WhatsApp, et que finalement, le temps s'est compressé, s'est accéléré. On pensait gagner du temps en n'allant plus au bureau. Finalement, on a moins de temps pour réagir, moins de temps pour travailler, et que tout s'est absolument accéléré et est devenu urgent. Et ça, c'est évidemment un impact, enfin un élément qui a pour conséquence d'accélérer aussi l'épuisement mental. Deuxième manière de travailler qui a changé, je pense que si vous regardez votre ordinateur là maintenant tout de suite, vous allez repérer que vous avez une multitude d'onglets, de fenêtres ouvertes dans votre ordinateur de travail. Vous êtes en train de multitasker, d'être multitâche, de faire plusieurs choses à la fois, de gérer plusieurs conversations en même temps, de gérer plusieurs projets en même temps, plusieurs interlocuteurs en même temps. On nous a souvent dit que le multitasking était une qualité, parfois même une qualité très féminine. Eh bien, sachez qu'en réalité, le multitasking, c'est à la fois impossible pour notre cerveau ne sait pas faire, mais en plus que c'est une des pratiques qui fatigue le plus votre cerveau. Votre cerveau réfléchissant ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Et quand vous lui faites mener plusieurs projets ou suivre plusieurs discussions en même temps, vous le faites switcher, passer d'une tâche, d'une discussion, d'un projet à l'autre, et c'est ça qui va le fatiguer énormément. Donc, le multitasking, ce n'est pas une manière d'agir ou de travailler plus efficacement et plus rapidement, c'est au contraire quelque chose qui fait perdre du temps, perdre de la qualité et perdre de l'énergie à votre cerveau, qui est, jusqu'à preuve du contraire, encore votre principal outil de travail, puisqu'on n'a pas encore été remplacé par des machines. Troisième impact que j'ai repéré, vous allez me dire si c'est la même chose dans votre entreprise ou pour vous, lorsqu'on travaille à distance ou moins souvent au bureau, on a moins de temps de pause. Plus de pause café avec les collègues, parfois même plus de pause technique ou de pause café entre deux Zooms, puisque maintenant, si on est en retard d'1 minute chrono à un rendez-vous, une visioconférence en Teams, c'est absolument la catastrophe, alors que dans l'entreprise en présentiel, un retard de 5 minutes dans une réunion, dans une salle de réunion, est à peu près autorisé, à peu près, disons, considéré comme normal ou comme accepté. Les pauses, qu'elles soient physiques,
je vais à la machine à café, je vais faire une pause déjeuner, je vais même descendre les escaliers de l'entreprise pour aller fumer une cigarette, sont annulées ou en tout cas sont diminuées. Et les pauses mentales n'existent plus puisqu'on n'a plus de temps pour recharger les batteries entre deux projets, entre deux réunions, entre deux Teams et entre notre journée professionnelle et notre journée personnelle. Évidemment, l'impact de ça, et comme on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, c'est que la santé mentale et la santé physique des collaborateurs s'est dégradée pour une majorité d'entre eux, même si évidemment, certains ont tiré leur épingle du jeu et ont réussi à transformer ces modes de travail hybrides en manière de prendre du temps pour eux. Prendre du temps de faire du sport, prendre du temps de pause, prendre du temps pour être avec leur famille. Évidemment, le tableau n'est pas noir, mais on voit vraiment que la santé mentale et la santé physique s'est dégradée alors même que finalement, ces modes de travail hybrides constituent une opportunité pour améliorer notre équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle. Alors, c'est un peu dommage, c'est ce que Mathieu Ricard appelle l'acrasie. On sait très bien ce qu'il est bon pour nous de faire, on sait très bien ce que l'on devrait faire chaque jour et on fait exactement le contraire. Ben moi, je vous propose de renverser cette vapeur-là et cette tendance-là, de se dire que finalement, on peut reprendre le contrôle de notre énergie, de notre journée, en mettant en place des rituels et des pauses dans notre journée de travail qui vont empêcher l'épuisement à la fois physique et mental et évidemment améliorer notre énergie, notre efficacité au travail pour vous et pour vos équipes. Alors, au lieu de vous en parler, je voudrais vous faire tester 2-3 petites choses. Et la première chose que je voudrais vous proposer de faire, c'est de faire un diagnostic de votre tendance au multitasking. Je vais vous donner un devoir maison. On ne va pas le faire là maintenant tout de suite en direct, mais on va faire un diagnostic de votre tendance au multitâche à partir d'un exercice qui a été développé par un chercheur belge qui s'appelle Théo Campernol et qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». Et je voudrais que tout à l'heure, une fois qu'on a fini ce webinaire, vous preniez chacun un morceau de papier et que sur ce morceau de papier, vous écriviez de manière monotâche les lettres de A à I, puis les chiffres de 1 à 9. Donc A, B, C, D, et puis ensuite 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et que vous chronométriez combien de temps vous mettez à faire cette tâche de manière monotâche, en faisant d'abord les lettres et ensuite les chiffres. Puis vous allez remettre le chronomètre à 0 et vous allez refaire la même chose mais en mode multitâche. Vous allez écrire ces lettres de A à I et ces chiffres de 1 à 9, mais cette fois-ci en mixant les deux, en switchant des lettres aux chiffres 1 A, 2 B, 3 C jusqu'à 9 et à I. Et en vous chronométrant, vous allez mesurer l'écart entre les deux et vous allez voir, c'est assez bluffant. L'écart est souvent de plus de 25%. La tâche réalisée en mode multitâche est souvent 25% plus longue que celle qui est réalisée en tâche monotâche. C'est plus fatigant, c'est plus long, le risque d'erreur est plus grand. Bref, le multitâche a tout faux, mais tant qu'on ne s'en est pas rendu compte nous-mêmes dans notre vie personnelle et professionnelle, tout ce que je vous dirai ne sera que du pipi de chat. Donc, prenez 3 minutes chrono à la fin de ce webinaire pour faire ce test, savoir quel multitasker êtes-vous et pour vous engager à ne faire plus qu'une chose à la fois désormais. Et si vous connaissez la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui vous incite à travailler de manière monotâche, un projet, une tâche réalisée dans son intégralité, puis vous faites une pause, puis vous passez à une deuxième tâche, mais c'est ça qui va vous permettre de garder l'énergie de votre cerveau et de ne pas vous épuiser pendant votre journée. Alors, deuxième exercice que je vais vous proposer, mais cette fois-ci qu'on va faire en direct. Comment est-ce qu'on fait pour ne faire qu'une seule chose à la fois et pour préserver l'énergie de notre cerveau, pour éviter d'être multitâche? Et bon, on va faire un exercice, là maintenant tout de suite, qui s'appelle l'équilibriste. Je pars du principe que vous êtes au bureau ou chez vous et que vous avez un environnement à peu près bienveillant qui va vous autoriser à faire ce que je vous propose de faire là maintenant tout de suite, c'est-à-dire de vous lever. Vous allez vous lever de votre siège, vous éloigner peut-être un petit peu de votre ordinateur, pas forcément, moi je vous le montre en étant debout chez moi, et vous allez placer le pied droit devant le pied gauche sur la même ligne. Donc, vos deux pieds sont sur la même ligne, le pied droit devant le pied gauche.
Vous allez essayer de répartir équitablement le poids de votre corps sur vos deux pieds en essayant d'écraser un chewing-gum imaginaire qu'il y aurait sous la plante de vos deux pieds. Pas de poids trop en avant ni trop en arrière, le poids du corps sur les deux pieds. Si vous avez fait ça correctement et si vous ne portez pas des talons de 12 cm, vous devez sentir les rotules de vos genoux qui se soulèvent et les muscles des cuisses qui s'engagent, qui vous permettent de tenir droit. C'est parfait. Vous restez comme ça. Vous allez placer une main sur le nombril, une main dans le dos pour vous permettre de décambrer le bas de votre dos et d'engager votre sangle abdominale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous gainer pour tenir droit. Vous relâchez les mains, vous roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière, vous allongez la tête vers le plafond pour vous grandir. Vous allez fermer la bouche pour respirer uniquement par le nez, respirer tranquillement par le nez et vous allez vous concentrer uniquement sur le contact de vos deux pieds dans le sol. Et en vous concentrant uniquement sur le contact des deux pieds dans le sol, vous allez respirer profondément et lentement et vous allez fermer les yeux. Quelques secondes peut-être. Fermez les yeux et restez en équilibre en vous concentrant uniquement sur le contact de la plante de vos deux pieds dans le sol. Si vous perdez l'équilibre, pas de problème, rouvrez les yeux et revenez. Respirez. La respiration, c'est ce qui vous permet de rester stable quand on vous prive de vos repères. C'est exactement ce qui se passe là maintenant tout de suite. Si vous commencez à penser à la to-do list qui vous attend ou au programme de votre après-midi, vous allez perdre l'équilibre. Revenez à la respiration et à la plante des pieds. Ok, rouvrez les yeux, c'est déjà pas mal, et vous allez changer de pied. Le pied gauche devant le pied droit, cette fois-ci, toujours sur la même ligne. À nouveau, vous enfoncez bien les deux pieds dans le sol, à nouveau, vous engagez vos jambes, à nouveau, vous décreusez le bas de votre dos, vous roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière, vous allongez la nuque vers le plafond. À nouveau, vous respirez par le nez et vous allez sentir le contact de vos deux pieds dans le sol. Respirez lentement, fermez les yeux et travaillez cette concentration. Votre concentration, elle se muscle. Plus vous la musclerez et plus votre cerveau aura d'énergie pour accomplir vos tâches. Respirez. Encore quelques secondes. Une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration. Et à la fin de votre dernière expiration, vous allez rouvrir les yeux et revenir vous asseoir à votre bureau devant votre ordinateur. Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que le premier côté était plus difficile que le deuxième? Est-ce que vous êtes resté en équilibre pendant la deuxième partie de l'exercice? Normalement, cette deuxième partie, ce deuxième côté avec le pied gauche devant, est plus facile parce que vous avez dû comprendre la différence entre lorsque vous respiriez et lorsque vous ne respiriez pas. Vous avez dû aussi sentir la différence entre le moment où vous étiez concentré sur la plante de vos pieds et le moment où vous commenciez à penser à toute autre chose, à avoir ces petites pensées parasites qui arrivaient et qui vous faisaient réfléchir au programme de votre long week-end ou à la réunion qui vous attend tout à l'heure. Bref, la concentration pour sauvegarder l'énergie de votre cerveau, elle se travaille. Et cet exercice de l'équilibriste, vous pouvez le pratiquer et même l'apprendre à vos équipes avant de rentrer dans une réunion importante pour avoir les idées claires, entre deux réunions Zoom pour permettre de faire le vide et de repartir à zéro, et tout simplement quand vous avez besoin de faire une pause entre deux tâches. Et ça, c'est un apprentissage qu'on peut faire tous les jours au travail, parce que c'est là qu'il va être le plus important et le plus bénéfique. Et puis un dernier exercice que je voudrais vous proposer, je vais vous proposer une autre pause, mais une pause mentale express. On va moins travailler le corps aujourd'hui, c'est pourtant évidemment le fond de la méthode Yogis, mais je voudrais vous montrer comment utiliser une pause de respiration pour recharger vos batteries et pour prévenir de temps pour prendre des pauses.
situation, où que vous soyez, dans le train, au bureau, chez vous, au restaurant, à n'importe quel moment de votre journée, pour recharger les batteries et faire le vide. La respiration carrée, elle est carrée, ça veut dire qu'elle consiste à utiliser des rétentions. Vous allez inspirer sur 4 temps, retenir votre respiration avec les poumons pleins sur 4 temps, expirer sur 4 temps et retenir votre respiration avec les poumons vides cette fois-ci sur 4 temps. Et vous allez voir, Peggy, que peut-être cette respiration-là va vous aider à lâcher prise encore plus efficacement. Alors, vous êtes bien assis au fond de votre chaise, vous pouvez placer vos mains sur vos genoux où vous voulez, vous fermez les yeux et vous respirez uniquement par le nez. Et en suivant uniquement ma voix, vous allez inspirer sur 1, 2, 3, 4. Les poumons sont pleins d'air. Gardez 1, 2, 3, 4. Expirez lentement 4, 3, 2, 1. Et gardez les poumons vides 4, 3, 2, 1. On recommence. Inspirez 1, 2, 3, 4. Gardez l'air 1, 2, 3, 4. Expirez 4, 3, 2, 1. Gardez les poumons vides 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez 1, 2, 3, 4. Gardez les poumons pleins 1, 2, 3, 4. Expirez 4, 3, 2, 1. Gardez les poumons vides 4, 3, 2, 1. Et quand vous serez chez vous au bureau, vous pourrez complètement continuer le plus lentement et le plus longtemps que vous le souhaitez sur 4 secondes ou en montant sur 5, 6 ou 7. Rouvrez les yeux, dites-moi dans le chat, est-ce que en faisant cette respiration carrée, pendant qu'on comptait et qu'on retenait votre respiration, vous avez pensé à autre chose? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir vidé le cache et d'avoir gardé, retrouvé des idées plus claires? Ça, c'est typiquement des exercices, des techniques extrêmement simples, tout terrain qu'on peut utiliser, que l'on travaille dans une entreprise industrielle, agricole ou que l'on soit dans une équipe tertiaire de service. C'est des choses très très simples mais qui font partie du bagage de soft skills et de techniques que chaque collaborateur doit avoir à sa disposition pour travailler sans se casser et sans s'épuiser. Alors, concrètement, comment ça peut se passer? Là, on vous a montré un échantillon de ces techniques. Eh bien, on a créé pour vous et pour vos collaborateurs 2 choses. Un outil qui va vous rappeler de faire des pauses quand vous en avez le plus besoin et précisément, comme disait Guillaume tout à l'heure, quand vous n'en avez pas le temps. Et ce garde du corps digital va vous poser des questions, vous demander exactement de quel type de pause vous avez besoin, mentale ou physique, et vous proposer une vidéo de 2 minutes chrono en fonction de votre besoin. Alors ça tombe bien, on a sorti la toute nouvelle version de notre garde du corps yogiste aujourd'hui. Donc vous n'avez qu'à prendre votre téléphone, flasher le QR code qui apparaît sur le support sur votre écran pour arriver sur yogist.io et pour adopter votre garde du corps digital. Vous allez avoir accès à 5 exercices gratuits, mais vous pouvez tout à fait le déployer pour votre organisation, pour tous vos collaborateurs. Vous n'avez qu'à répondre aux questions. Est-ce que vous voulez faire une pause pour le cerveau ou pour le corps? Où est-ce que vous avez mal? De quoi vous avez besoin? Vider le cache? Un boost d'énergie? Est-ce que vous travaillez debout ou assis? Laissez-vous guider, arrivez jusqu'à cet exercice en vidéo, refaites-en autant que vous le souhaitez et surtout, vous pouvez définir des rappels pour intégrer ces pauses pendant votre journée de travail parce que c'est évidemment ça qui nous manque quand on ne prend plus le temps de faire cette pause-là. Et bien parfois, quand on le sacralise dans notre agenda, c'est au vu et au su de tous et c'est avec nous qu'on a rendez-vous. Alors, n'hésitez pas, utilisez cet outil. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez des questions. Je vous remets le lien dans le chat si vous en avez besoin. Et puis, deuxième arme fatale que l'on a créée pour intégrer ces outils anti-épuisement au travail au sein de vos équipes, on s'est rendu compte que finalement,
faire venir des prestataires extérieurs comme nous de temps en temps, c'était super pour sensibiliser, mais pour changer le travail de l'intérieur et sur le long terme, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ce qui change vraiment la donne et ce qui permet de changer la culture de travail et la culture de l'épuisement au travail, c'est la formation en interne de référents qualité de vie et conditions de travail au sein des équipes. Ces collaborateurs volontaires, que ce soit dans leur métier ou pas du tout, vont être responsables de la santé mentale et physique de leurs collaborateurs et vont surtout avoir les outils, les techniques pour les guider au début d'une réunion, au début d'une journée, pendant un appel d'offres très prenant, bref, dans les moments de vie de l'équipe au cours desquels on en a le plus besoin. Donc, depuis 2 ans, Yogist est devenu un organisme de formation. On est Calliope, donc ça veut dire qu'on peut utiliser les budgets de formation de votre entreprise pour former vos collaborateurs. Et on est surtout éligible au CPF. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, Catherine ou Karine ou Noussira, vous pouvez décider de venir vous former pour devenir un référent yogiste au sein de votre organisation et apporter les exercices que je viens de vous montrer à vos collaborateurs, à vos managers, bref, à toute l'organisation. Et c'est vraiment ça qui permet d'avoir ces gardes du corps digitaux au plus près du travail, au plus près des corps, au plus près des travailleurs et absolument tous les jours.